Je vous propose cette fois-ci d'ouvrir notre séance de congrès après cette célébration du centenaire qui, je pense, restera dans vos mémoires longtemps. Donc alors d'abord, je vais commencer par remercier nos invités. On a donc François Omeril, qui est président de la CFE-CGC, qui est parmi nous. Alors, je ne le vois pas dans la salle, mais il est là. On a Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT, qui est aussi parmi nous, qui est accompagnée de Philippe Antoine, secrétaire confédéral de la CFDT, qui est aussi parmi nous. On a Madame Orlane François, présidente de la FAGE, mais vous la voyez, elle est sur la tribune déjà, donc mais on la remercie d'être parmi nous. On a Frédéric Leray, qui est le directeur de l'IRES, qui nous fait aussi l'amitié de venir. On a Monsieur Pascal Michard, qui est le président de la Massif, qui nous fait aussi l'amitié d'être avec nous. On a Monsieur Christian Schmitt de la Brérie, qui est le directeur général de Clésia, qui nous fait aussi l'amitié d'être avec nous. On a Pierre Ferracci, qui est président du groupe Alpha Secafi, aussi avec nous. On le remercie aussi d'être là. On a Jean-Claude Delgen, président fondateur du groupe Technologia, qui nous fait aussi l'amitié d'être avec nous ce matin. Et on a M. André Renaudin, qui est directeur général d'AG2R La Mondiale, qui nous fait aussi le plaisir de sa présence. Voilà, merci donc à tous ces invités qui sont venus nous rejoindre. Voilà, comme on a pris un petit peu de retard, il ne va pas y avoir de transition. Et vous voyez que la scène est transformée en table ronde. Et donc, je vais donner la parole à Jean-Louis Le Corvoisier, qui a la charge d'animer cette table ronde. Jean-Louis, tu as la parole. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Rattacher le syndicalisme à la personne, c'est l'un des enjeux de la CFTC. Comment mieux prendre en compte les salariés des TPE, les jeunes qui sont peu syndiqués, vous le savez bien, les travailleurs collaboratifs, c'est-à-dire les travailleurs de plateforme. Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la CFTC? Quelles sont les attentes de la CFTC vis-à-vis de ses actifs? Et comment rapprocher une confédération, nous l'avons évoqué ce matin, qui a 100 ans, qui a une histoire, des structures, avec des jeunes, ou peut-être des moins jeunes, qui ont, eux, des parcours très courts, très hachés, très segmentés, et qui ne sont pas forcément dans cette notion de durée. Pour en parler avec nous, nous avons donc 3 intervenants. Je commence par votre droite avec Catherine Herrero. Catherine Herrero est présidente de la CFTC Santé Sociaux de Lot-et-Garonne. Syndicat qui regroupe essentiellement des assistantes maternelles, mais pas que. Il y a aussi les SPE, salariés du particulier employeur. Vous verrez que c'est en effet une particularité. Jean-Daniel Zamor est président du CLAP. Bienvenue à vous également. Le CLAP est le comité des livreurs autonomes de Paris. Donc ce sont les livreurs, alors on ne va pas citer de marque ici, mais enfin on les connaît bien, des entreprises qui font de la livraison à domicile. CLAP qui a été créé en 2017 suite à une manifestation à Paris où il y avait des syndicats, mais tous ceux qui étaient présents se sont dit non, on ne veut pas de syndicats, on va s'organiser nous-mêmes. Nous allons évidemment y revenir. Et Orlane François, présidente de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui est devenue la première organisation étudiante. Merci à vous également. La FAGE qui se définit comme étant plus qu'un syndicat étudiant, comme une organisation représentative d'éducation populaire. Alors Jean-Daniel Zamor, je vous invite à prendre le micro. Nous commençons avec vous. Parlez-nous en quelques mots de ces personnes qui sont regroupées au sein du CLAP. Alors, les personnes qui sont regroupées au sein du CLAP sont pour la plupart étudiants, parce qu'on a commencé à une époque où il y avait vraiment beaucoup d'étudiants. Et au fur et à mesure où on a avancé, vu que les prix ont baissé et qu'il fallait travailler de plus en plus longtemps, on a eu de plus en plus de travailleurs précaires qui faisaient ça à plein temps et du coup de chômeurs en fin de droit, ou des travailleurs sans papier ou des gens qui n'ont jamais travaillé jusqu'à présent.
Ce sont des travailleurs qui restent combien de temps dans cette fonction? Alors, au départ, le turnover, il était quand même assez impressionnant. C'était entre 3 et 6 mois. Puis aujourd'hui, c'est des gens qui restent un peu plus longtemps dans la durée parce que, comme je l'ai dit, c'est des travailleurs qui n'ont pas d'autre solution pour l'instant, donc ils restent dans la durée par rapport à avant. Alors, on parle des livreurs, hein, vous les reconnaissez dans la rue. Cela dit, on ne peut pas parler d'une communauté homogène. Alors non, enfin, le monde de la livraison, c'est quand même un secteur qui est très atomisé. C'est un peu chacun pour soi. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas de salle de pause pour se réunir. Donc on essaye de se fédérer par les réseaux sociaux et le fait de se voir devant les restaurants pour essayer de discuter entre nous. Est-ce que ça explique aussi le fonctionnement du CLAP? Parce que vous n'êtes pas une organisation syndicale. Vous êtes quoi d'ailleurs au juste? Comment pourrez-vous définir? Alors, le CLAP, c'est une association qui a pour but de défendre les droits des travailleurs ubérisés. Et donc, notre fonctionnement, c'est simple, c'est qu'on n'a pas d'adhérents. Notre but, c'est pas de faire du syndicalisme, c'est vraiment d'essayer de réunir et de fédérer les travailleurs et de les organiser et d'essayer aussi, d'un autre côté, de travailler avec les syndicats pour faire le lien qui manque entre les syndicats et ces travailleurs qui se retrouvent isolés. Et en raison du turnover que vous évoquiez tout à l'heure, en plus, ça fluctue beaucoup, hein, en nombre de personnes. Alors, on ne peut pas les appeler des membres, on ne peut pas les appeler des adhérents, en tout cas, qui sont au CLAP. Alors oui, en fait, ça fluctue énormément. Enfin, on a entre 4 et 5 000 sympathisants, mais des gens qui travaillent vraiment avec le CLAP, ça peut être entre 10 et 200, ça dépend vraiment des périodes, et c'est vraiment très compliqué à organiser. Orlane François, je vous invite à prendre le micro. Alors, parlez-nous, vous aussi, des étudiants qui sont membres de la FAGE. Oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci à la CFTC pour l'invitation à ce congrès. Et puis, encore une fois, joyeux anniversaire à votre organisation. Donc la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, ça a été dit tout à l'heure. Et puis, je rappelle l'importance de ce qui a été précisé. On ne se considère pas uniquement comme un syndicat étudiant, mais bien comme une organisation étudiante avec deux missions principales, qui est la défense syndicale des personnes que l'on représente, mais aussi l'accompagnement via le service concret au quotidien sur le territoire, sur les campus, et puis plus généralement auprès des jeunes. Et donc les jeunes qu'on représente, les étudiants qu'on représente, ce sont des étudiants qui sont en cours d'études. Et puis pourquoi on a voulu faire cette table ronde et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que les étudiants, quand ils font leurs études, pour certains, et même aujourd'hui pour un bon nombre d'entre eux, ils ont à un moment donné dans leur parcours un emploi, donc soit un emploi qui est saisonnier, donc pendant les vacances notamment estivales, ou bien pour les plus précaires ou pour celles et ceux qui en ont l'envie, un emploi à temps, enfin pas à temps plein, mais en tout cas sur le long terme pendant leur jour d'études et pendant toute l'année. Connaît-on la proportion justement d'étudiants qui sont contraints de travailler? Alors aujourd'hui, on a un étudiant sur 3 en France qui est salarié, et parmi ces étudiants qui sont salariés, il y a à peu près 60% d'entre eux qui sont des travailleurs contraints pour besoins financiers essentiellement. Et c'est difficile de les accompagner? Alors bien sûr, il y a l'accompagnement qui est fait par les associations étudiantes de notre réseau sur leur vie quotidienne et sur leurs droits. Après, il y a toujours, nous, on est spécialistes du monde étudiant, des problématiques qui sont celles d'un étudiant et d'une étudiante, mais après, il y a aussi toutes les problématiques qui touchent au droit du travail, au droit salarial, et donc là, on a aussi ce travail collaboratif, et en tout cas de partenariat avec des syndicats du monde professionnel. Nous allons poursuivre les présentations avec Catherine Herrero. Je vous invite à prendre le micro. On parle des santé sociaux. Bon, c'est un terme très générique. Alors, très concrètement, il y a 2 grands statuts en réalité. C'est-à-dire dans le syndicat dont on m'a donné la responsabilité, on est 200 adhérents à quelque chose près. Il y a 180 ASMAT. C'est-à-dire ASMAT, assistante maternelle. Assistants maternels. Donc les nounous, dont vous avez tous besoin pour garder vos enfants, pour pouvoir aller vous-même travailler. Et puis, donc le salarié du particulier employeur. Donc les assistantes maternelles sont aussi salariées du particulier employeur, sauf qu'elles travaillent chez elles. Et que moi, qui suis salarié du particulier employeur, je vais travailler chez les gens.
Et alors, il y a donc les salariés qui sont employés directement par une association, et puis il y a les autres qui sont employés par le particulier employeur, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, alors il y a, et parmi les gens qui sont comme moi, qui travaillent en salarié du particulier employeur, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'aide à domicile, notamment auprès des personnes âgées. Et donc ces gens-là donc ont un contrat de travail avec une association ou une entreprise à but lucratif, hein, les deux existent, mais elles ne travaillent pour la plupart pas à temps complet, et donc comme les salaires sont très pauvres, elles sont obligées de trouver du travail autrement en salarié du particulier employeur. Donc avec plusieurs employeurs. Avec plusieurs employeurs. Mais au sein justement soit de l'association ou de l'entreprise dans laquelle elles travaillent, il y a deux façons de travailler. C'est un peu technique, mais bon, c'est donc les prestataires. C'est-à-dire que là, c'est le salarié qui est employé par l'association ou l'entreprise, et donc son employeur, c'est l'association ou l'entreprise, ou alors une personne, un employeur extérieur qui a besoin d'avoir un salarié chez lui et qui passe par une association ou une entreprise pour avoir un salarié. Dans ce cas-là, on est mandataire. Et ça a une incidence sur le salaire, parce que normalement, on négocie son salaire avec son employeur, mais là, il y a un intermédiaire. Voilà, alors déjà, quand on est en association ou en entreprise lucrative, on peut encore négocier son salaire. Mais je peux vous dire que pour arriver à négocier un salaire, c'est difficile. En association, on ne négocie pas son salaire parce que de toute façon, c'est l'État qui décide du salaire des aides à domicile, puisqu'on est, voilà, c'est du privé, mais c'est le public qui décide de nos salaires. Et puis, Voilà. autre question, est-ce qu'il y a un portrait qu'on peut dresser, caractéristique de ces salariés ? Alors, pratiquement, ce sont des femmes. Il y a de temps en temps un homme, alors là, c'est le gros, c'est le gros miracle, qui sont alors soit très jeunes, soit plutôt qui commencent à prendre un petit peu d'âge comme moi, et qui résistent un peu contre vents et marées avec les conditions de travail. Mais bon, pour les jeunes, soit elles restent parce qu'elles sont vraiment obligées, elles sont souvent seules, pas toujours, hein, mais il y a quand même une grosse proportion de mères célibataires qui font ce travail-là parce qu'elles trouvent... Enfin, c'est difficile de trouver autre chose. Il n'y a pas le choix. Voilà. Jean-Daniel Zamor, venons-en à la grande question. Le CLAP a-t-il besoin de la CFTC ? Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais dites-en nous davantage. Alors, je pense que le CLAP a besoin de la CFTC et je pense que la CFTC a besoin du CLAP aussi. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir travailler avec les syndicats, de pouvoir lier, comme j'ai dit tout à l'heure, les syndicats avec les travailleurs. Nous, ce qu'on a pu se constater, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que lors de la première manifestation du CLAP, il y avait eu un mouvement de livreurs qui ont décidé de partir parce que des syndicats étaient présents. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les travailleurs ne savent pas en fait ce que veulent vraiment dire les syndicats et ce qu'ils veulent pour eux. Et donc du coup, nous, notre but, c'est vraiment de permettre à la CFTC, par exemple, de produire un discours et de le relayer devant les travailleurs pour qu'ils puissent choisir s'ils veulent ou non suivre la CFTC, mais en connaissance de cause. Et c'est ça, en fait, notre réel objectif. Notre priorité, c'est vraiment de pouvoir permettre aux travailleurs de faire des choix éclairés et ensuite de travailler avec des outils comme l'application qui pourrait nous permettre de créer une véritable agora qui pourrait nous permettre aussi de pouvoir fédérer les travailleurs dans un secteur qui est extrêmement atomisé. Nous allons y revenir. Mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'action ou dans l'expression de l'action de la CFTC pour convaincre ces travailleurs? Parce qu'on l'entend, ils ont besoin de la CFTC, mais il y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui ne passe pas. Qu'est-ce qui coince? Alors, en fait, c'est surtout qu'il y a un manque de visibilité. Enfin, je pense que c'est le plus gros problème, c'est qu'il y a vraiment de visibilité du discours de la CFTC. Et je pense que c'est
en permettant à la CFTC de pouvoir produire ce discours, qu'ils pourront avoir les livreurs qui pourraient être touchés par des discours et vos valeurs. Et ça, c'est, je pense, le meilleur moyen de renforcer le syndicalisme, c'est de permettre à chaque travailleur de pouvoir trouver le syndicat qui lui correspond et que tous ensemble, on arrive à se battre pour nos droits et faire la société qu'on veut mettre en place, mais ensemble. Vous avez évoqué les valeurs, ça veut dire que pour les livreurs, il y a des valeurs, parce qu'on a parfois une vision un peu caricaturale de ces livreurs qui font comme ils peuvent et qui roulent un peu comme ils peuvent. Mais il y a vraiment une notion de valeur qui est importante pour eux et qui fait écho justement. Alors, le monde de la livraison, et en fait, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout. J'ai pu voir des gens qui avaient... Enfin, le plus jeune que j'ai vu avait 10 ans et la personne la plus vieille avait 62 ans. Et donc, il y a un peu de tout. Donc, il y a un peu de toutes les valeurs aussi qui se retrouvent. Et donc, oui, il y a des gens qui défendent des valeurs qui sont proches des valeurs chrétiennes, d'autres qui défendent des valeurs beaucoup plus proches de celles de la CGT, d'autres plus proches que la CFDT. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs différentes qui sont mélangées, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce monde ubérisé, on va dire, si on peut dire ça, et qui fait qu'en fait, il y a un peu tout type de travailleurs qui sont assemblés. Orlane François, alors pour la FAGE, justement, quels sont les apports possibles venant de la CFTC ? Alors, la FAGE, depuis longtemps maintenant, a une dynamique et une volonté, en tout cas, de travailler avec les syndicats comme le vôtre et travaille déjà depuis quelques années maintenant avec les syndicats qui portent les mêmes valeurs, en tout cas les mêmes méthodes souvent de travail et puis des positions qui sont régulièrement communes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce croisement entre l'étudiant qu'on représente et qu'on défend, l'étudiant salarié, comment peut-être il y a des travaux qui peuvent s'effectuer en commun, comment on peut réfléchir ensemble, et puis ensuite, ce qui va être important, c'est aussi l'étudiant, après sa vie d'étudiant, au moment donné où il va rentrer dans sa vie active et dans le monde du travail. On a de plus en plus, en tout cas chez les jeunes, quand on regarde les chiffres, notamment du chômage, c'est assez effrayant. Quand on regarde les parcours des jeunes actifs, qui sont souvent des parcours très marcelés par des périodes d'activité, par des périodes de chômage, de contrats très précaires, de contrats très courts, comment on accompagne ces jeunes qui sont souvent baladés d'emploi à emploi, qui sont dans une précarité qui est très forte. Et on le remarquait un petit peu quand on discutait avec les organisations avec qui on travaille et on s'est mobilisé sur la question de l'assurance chômage. Ces personnes les plus précaires, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, c'est souvent celles et ceux qu'on arrive de moins à accompagner et de moins à toucher par cette mission syndicale. Pourquoi ? Parce que c'est souvent ceux qui sont le plus éloignés d'un syndicat, parce que pas implantés dans un travail de long terme, pas implantés forcément dans une entreprise sur le long terme. Donc comment on va toucher ces jeunes et autres qui sont pas forcément en lien avec des organisations qui les représentent. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le discours qui est souvent porté, qu'aujourd'hui les jeunes s'engagent moins ou sont moins militants. Bon, vous en doutez que moi, ma vision en est une autre totalement. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent de plus en plus et sont de plus en plus engagés. Ils s'engagent juste différemment. Peut-être qu'on n'a pas le même engagement qu'il existait il y a 50, 60 ou il y a 100 ans. Il y a cet engagement justement de volonté d'aller chercher le concret, l'action concrète et le changement concret sur son quotidien et sur le quotidien de ses camarades ou bien de ses voisins. Et du coup, c'est aussi peut-être comment on donne envie aux gens ensuite de continuer un engagement, soit syndicaliste ou autre, et puis comment aussi on travaille sur l'importance d'être syndiqué, ou au moins d'avoir des représentants dans notre vie active. Donc il y a ce travail-là, je pense, qui est important et qui est à mener avec les organisations syndicales avec qui on a l'habitude de travailler. Et si vous aviez une toute petite suggestion à faire à toutes celles et ceux qui sont ici, pour justement mieux aborder les étudiants, quelle serait-elle ? Bon, alors de travailler avec nous. Ça c'est dit, c'est fait. De travailler avec nous. Bien sûr, on a cette expertise du public étudiant, donc travaillons, mais ça on le fait déjà, mais renforçons notre collaboration là-dessus. Et puis ensuite, dans le monde, quand une fois que le jeune étudiant n'est plus forcément étudiant et rentre dans la vie active, c'est comment on considère un jeune comme un travailleur
comme un travailleur à part entière, et comment des fois on a cette mauvaise habitude de se dire il faut qu'on aille chercher des jeunes, il faut qu'on aille chercher des jeunes, il faut qu'on aille chercher des jeunes, mais sans les considérer à leur juste valeur, et puis sans les considérer comme des travailleurs comme égaux aux autres. Et ça, c'est important dans une organisation, qu'elle soit syndicale, politique, de ne pas se dire je vais aller chercher des jeunes pour remplir un quota jeune, mais bien pour aller chercher des jeunes pour qu'ils puissent militer, leur donner envie de militer. On parle souvent de la jeunesse, c'est l'avenir de la société. On n'est pas forcément d'accord avec ça. C'est le présent, l'avenir, évidemment. Catherine Herrero, vous êtes confrontée aux mêmes difficultés en fait qu'au CLAP et à la FAGE, c'est-à-dire que vous avez affaire à un public qui est très peu syndiqué lui aussi. Ah bah, c'est certain. Pour donner un exemple très simple, encore hier soir à 1h du matin, j'ai répondu à une toute nouvelle adhérente qui arrive et qui, voilà, elle a pris son adhésion pour 2020, là, ça y est. Elle veut se présenter au CSE de son association, sauf qu'elle a une peur panique de se présenter sous l'étiquette CFTC. Et pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'elle craint, c'est pas elle d'avoir pris cette étiquette CFTC, parce que, bon, voilà, elle y a réfléchi longuement et voilà. Mais ce qu'elle craint, c'est que ses collègues, par le simple fait de voter pour elle, parce qu'en plus elle risque de se retrouver toute seule au premier tour, parce qu'il faut savoir que dans les associations, bien souvent, les employeurs, il y a une pression quand même, plutôt implicite, pour empêcher les gens de se présenter au premier tour, c'est-à-dire sous une étiquette syndicale. Moi, j'ai entendu de 2 présidents de fédérations départementales que c'était pas normal, c'était pas démocratique que le premier tour soit réservé aux syndicats. Bon, d'accord. C'est une vision des Donc choses. ce message-là, il est subliminal et les salariés, elles ont une peur panique. Elles se disent, si jamais je prends moi l'étiquette CFTC, ou si je vote pour quelqu'un qui a l'étiquette CFTC, eh bien dans des petites structures comme ça, elles sont une quarantaine, voilà. Elles savent que l'employeur va savoir qu'elles ont voté, enfin, peut-être pas personnellement, mais elles ont simplement le fait de voter pour quelqu'un qui est syndiqué, ça leur fout, mais la peur panique. Alors, ce sont donc des salariés très peu syndiqués et du coup très peu informés, très peu formés sur leurs droits. Exactement, on a beaucoup de mal à aller à leur rencontre. Moi, j'ai essayé, dans les premières années où j'étais dans le rôle que j'occupe, de faire des réunions d'information. On prévenait, voilà, il n'y avait personne. On arrivait, on avait fait quelques kilomètres quand même, et on arrivait, on avait préparé notre réunion, et il n'y avait personne, parce que les gens ont peur. Et que pourrait-on faire pour lever cette peur ? Alors là... Vous avez peut-être des propositions à faire, peut-être au niveau de la CFTC, qui peut peut-être apporter d'autres outils, une autre vision, une autre façon de faire. Enfin, c'est vrai que par rapport aux gens qui pourraient adhérer et qui ne s'impliquent pas, qui ne veulent pas s'impliquer, parce que justement, elles ont peur de ça. Donc là, on parlait du milieu associatif. Donc là, il y a quand même des délégués du personnel, il y a quand même des gens qui sont quand même plus ou moins là. Je dis plutôt moins que plus, mais voilà. Mais il y a aussi les gens qui sont comme moi et qui travaillent directement sur le terrain, directement avec leurs employeurs. Ben, ces gens-là, ils auraient peut-être besoin, par exemple, on a pour les adhérents qui arrivent, une formation qui s'appelle l'AFIM et qui est très bien faite. Ça serait peut-être bien qu'elle soit adaptée justement aux gens qui, comme les assistantes maternelles et comme les salariés du particulier employeur, là je ne parle pas du côté associatif, parce qu'elles ont malgré tout une accession, même si elles ne veulent pas y aller, elles ont quand même accès à la représentation du personnel. Mais pour les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur, moi je pense que ça serait bien d'adapter la FIM à ce public-là qui de toute façon ne pourra pas se déplacer pour aller en formation malgré les 12 jours auxquels tout salarié a droit. On a tous droit à 12 jours de formation économique et syndicale, le fameux CFES. Sauf que quand on travaille de cette façon-là, eh bien, il est absolument impossible de se rendre dans les formations.
puisque en plus, la difficulté supplémentaire, c'est que maintenant, c'est l'employeur qui doit faire le maintien du salaire. Et pour nous, c'est un réel handicap. Il y a donc un véritable chantier ouvert Ah à ouais, ce niveau-là. Parce que si on veut pouvoir partir en formation, moi aujourd'hui je suis ici, par rapport à mes employeurs, je suis en congé payé. C'est pas un congé, c'est pas pris sur mes 12 jours, c'est mes congés payés. Si je veux participer à une formation, je suis obligée de poser des congés payés. Je suis engagée par ailleurs au niveau du département, au niveau de l'union régionale. Quand il y a une réunion, je prends sur mes temps. Si ça tombe par bonheur sur mes jours de repos, tout va bien. Sauf que j'ai pas mon temps de repos. Mais sinon, je suis obligée de poser un jour de congé payé et puis de me faire remplacer, sauf que c'est pas forcément possible. Et ce qui n'est pas non plus tout à fait normal. Et puis je perds du salaire, et puis... Naturellement. Voilà. Jean-Daniel Zamor, alors, si vous aviez peut-être pas un message, mais on entend bien que vous êtes dans cette logique de coopération, que vous avez des attentes vis-à-vis de la CFTC, mais vous allez aussi apporter à la CFTC, vous allez aussi la nourrir. C'est un échange que vous souhaitez établir par des informations, par votre présence sur le terrain, les relais que vous pouvez avoir. Oui, enfin le but c'est vraiment de créer un échange avec la CFTC et de lui permettre aussi de pouvoir après 100 ans continuer à œuvrer sur le terrain et de comprendre que la nouvelle génération a besoin du syndicalisme et de ne pas prendre sa retraite après 100 ans de travail, mais de justement au contraire continuer et aller plus à l'avant et comprendre au mieux ce que les nouvelles générations, qui peuvent être nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, ont besoin et qu'est-ce qu'ils attendent du travail, qu'est-ce qu'ils attendent du monde du travail. Orlane François, on l'a bien entendu tout à l'heure, la FAGE a une expertise au plus près des étudiants. Vous êtes aussi prête à la FAGE à échanger vos expertises, à mettre en commun ces expertises entre la CFTC et la FAGE. Bien sûr, et je pense qu'il y a des enjeux qui nous dépassent et qui sont très importants. Il faut qu'il y ait ce travail collaboratif entre toutes ces organisations, qu'elles soient associatives, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient organisations, ONG, peu importe. Et je pense que c'est fondamental, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, au-delà d'une collaboration entre nos deux organisations, il y a aussi une collaboration plus large qui doit s'installer, mais qui a déjà été lancée, y compris avec la CFTC, puisque c'est le pacte du pouvoir de vivre, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est aussi cet exercice qui est important avec toutes ces organisations, une partie des organisations syndicales, avec des ONG, avec des fondations, avec notre organisation à nous, parce que il faut qu'on soit capable, dans les défis qui nous attendent aujourd'hui, qu'ils soient sociaux, économiques, environnementaux, il faut qu'on soit capable de mettre à profit nos expertises mutuelles, il faut qu'on soit capable d'échanger, peut-être des fois de se faire un petit peu violence sur certaines de nos positions qu'on n'aurait pas peut-être tenues de cette façon-là si on n'avait pas travaillé avec une autre organisation, parce qu'aujourd'hui les défis sont tellement grands que si on n'a pas cette collaboration, on n'y arrivera pas et on mettra les générations futures dans une difficulté très grande, que ce soit de manière sociale ou environnementale. Et il faut qu'on apprenne encore mieux aujourd'hui à travailler collectivement sur les différents enjeux qui nous traversent. Alors je me tourne vers Philippe Louis, le président de la Confédération. Philippe Louis, on a entendu beaucoup de besoins qui ont été exprimés. Et vous considérez vous aussi que le mouvement doit s'ouvrir aussi à ces nouvelles formes d'organisation, de structuration? Oui, je pense que le mouvement doit effectivement s'ouvrir. Alors on essaye de s'y ouvrir, mais très très petitement. Mais comment voulez-vous qu'une organisation syndicale comme la nôtre, qui parle de parcours de vie, ce n'est pas le moment où on est dans l'entreprise, c'est la vie. On l'a très bien vu tout à l'heure en parlant du centenaire. Comment voulez-vous une organisation syndicale qui parle de travailleurs? Parce que ce ne sont pas que les salariés, ce ne sont pas que les agents de la fonction publique, mais on voit qu'il y a tout un certain nombre de travailleurs, nouveaux travailleurs,
qu'on appelle auto-entrepreneurs parce qu'on ne sait pas les appeler autrement, mais qui ne sont tout sauf que des auto-entrepreneurs. Et on a de plus en plus de travailleurs qui émergent comme ça. Comment voulez-vous que la CFTC s'en désintéresse? Au contraire, il faut qu'on se rapproche d'eux. Il faut qu'on s'en rapproche parce que tous les statuts sont de plus en plus poreux et on passe d'un statut à un autre. Étudiant, on l'a entendu, on peut être étudiant et travailleur en même temps. On peut mettre étudiant et auto-entrepreneur en même temps parce qu'on est, voilà, et de toute façon, on sera salarié. On est auto-entrepreneur, mais on y reste quelques mois et on devient salarié. Si vous voulez, le syndicalisme aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de s'occuper uniquement des salariés ou uniquement des fonctionnaires, encore une fois en mettant tout dans des cases. Il faut s'ouvrir. Et si on s'ouvre, à ce moment-là, on verra bien qu'on arrive à attacher le syndicalisme aux personnes, c'est-à-dire que le syndicalisme est là attaché à la personne pour lui rendre service, et pas essayer d'attacher les salariés au syndicalisme, parce que ça, plus personne n'en veut, et c'est légitime de ne plus en vouloir. Donc attachons le syndicalisme aux salariés. Et alors, avec quels moyens concrètement? Les moyens, je pense qu'il faut utiliser les moyens qui sont en train d'émerger ou qu'on voit un peu partout, c'est le numérique. Dans mon discours d'ouverture, je vous ai parlé de icftc.fr et je vous ai parlé de cette communauté, cette plateforme communautaire. Et cette plateforme communautaire, je pense qu'il faut qu'on la mette à disposition aussi d'Orlan, de Jean-Daniel, de Catherine, pour qu'effectivement qu'ils puissent être en contact avec tout leur public et qu'on puisse, à travers cette plateforme, leur apporter des services, connaître leurs avis. On ne peut pas avancer et vouloir parler pour des catégories de salariés ou des catégories de travailleurs sans connaître parfaitement leurs besoins. Mais Jean-Daniel l'a dit, ils veulent faire connaître leurs besoins. Moi, on a longuement discuté avec Jean-Daniel, il est venu me voir plusieurs fois. Mais moi, voilà, on a des clichés sur les auto-entrepreneurs. Et Jean-Daniel m'a ouvert les yeux en m'apportant la vérité parce qu'il la vit tous les jours. Moi, on peut penser qu'ils voudraient être salariés, tous ces livreurs. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a une certaine liberté qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est de la protection sociale. Ce qu'ils veulent surtout, c'est du respect, c'est la sécurité. Mais ils veulent garder cette liberté des horaires, parce qu'il le disait, il y a des étudiants, et une veille de partiel, ça leur donne la liberté de bosser leur partiel plutôt que d'aller bosser. C'est cette liberté-là, alors que s'ils travaillent dans une enseigne, ils disent je viens pas bosser, et s'ils viennent pas bosser, le lendemain on dit on n'a plus besoin de vous, vous reviendrez. Donc cette liberté-là, ils la veulent, mais il faut leur sécuriser ce parcours. Et donc, avec cette application, je pense qu'on peut répondre, encore une fois, j'en ai discuté avec Jean-Daniel, mais pour Orlan, c'est pareil, pour les étudiants. Ils veulent être informés de leurs droits. Vous savez, à la CFTC, vous l'avez vu, on a une plateforme de e-learning. Sur cette plateforme de e-learning, on apprend ce que c'est qu'un délégué syndical, ce que c'est que des représentants du personnel. Et ça, on l'ouvre à nos adhérents. Nos adhérents, malheureusement, je vous le dis comme je pense, n'en sont pas assez friands, parce que pour moi, je trouve que vous n'y allez pas assez pour vous former. Vous savez, hier, on vous a fait, quand Bernard vous a projeté son rapport d'activité, vous avez fait du e-learning bien souvent avec les petites animations. Et regardez où hier, Isabelle, quand elle vous a expliqué la GFPN, vous avez fait du e-learning, vous auriez pu le faire. Et vous avez bien vu qu'à la fin du e-learning, vous savez ce que c'est que la GFPN, vous pouvez en parler. Tous ces outils-là, il faut qu'on leur mette à disposition. Comment voulez-vous qu'on dise les étudiants sortent et n'ont jamais entendu parler de syndicats, n'ont jamais entendu parler de droits sociaux? Mettons à disposition de la FAGE un accès à notre e-learning pour que les étudiants puissent aller voir sur notre e-learning ce que c'est que la représentation du personnel, ce que c'est. On a plein de choses. On a une mine de formation et on se la garde précieusement. Non, ouvrons à tous ces partenaires. Donnons-leur accès à notre application. Sur notre application, vous l'avez vu, vous l'avez ouvert, on a des milliers presque offres de réduction. Mais pourquoi on ne leur met pas à disposition, quoi?
Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. On a besoin d'être en réseau, on a besoin de connaître leur avis, on peut leur demander leur idée. Donc là, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Je pense qu'aucune organisation syndicale n'est encore dans cet état d'esprit, et en tout cas, aucune n'a l'outil. Nous avons l'outil. Donc investissons dans cet outil et surtout, ne nous le gardons pas juste pour nous. Gardons-le avec cet esprit d'ouverture que la CFTC doit avoir pour tous ces publics. Il y en a d'autres, hein. On a 3 catégories de représentés, mais je pense qu'il y en a d'autres. Pour les particuliers employeurs, c'est pareil. Ils veulent connaître leurs droits, ils ont besoin d'être assistés, ils ont besoin de créer une communauté, ils ont besoin de pouvoir se rencontrer. Donc tout ça, c'est l'outil qu'il faut mettre à disposition. Merci à nos 3 intervenants. Catherine Herrero, Jean-Daniel Zamor, Orlane François. La table ronde se termine. Juste un mot. Oui, juste un mot. Parce que je voudrais quand même pas laisser l'impression, je fais quand même partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération Santé Sociaux, et ça fait quand même des années et des années que la Fédération Santé Sociaux travaille pour les assistantes maternelles et pour les salariés du particulier employeur, ainsi que pour l'aide à domicile. Et notamment, je voudrais, puisque tout à l'heure on parlait de Joseph Sauty, je voudrais parler de Gérard Sauty qui a beaucoup travaillé dans ce secteur-là, et lui rendre un hommage ce soir, et puis remercier aussi mon président Patrick Mercier, parce que c'est vrai que la Fédération Santé Sociaux fournit beaucoup d'efforts pour ces métiers-là, mais on voit que c'est encore pas assez, il faut continuer. Eh bien, continuons. Merci vous 3, merci à toutes et à tous. Monsieur le Président de séance, je vous rends la parole. Merci beaucoup à tous les 3. Voilà, donc maintenant je vais